Avec 3 millions de vues par mois sur YouTube, TV Liberté est devenu le vaisseau amiral de la presse alternative. TV Liberté est la seule télévision libre de France qui vous propose des programmes 7 jours sur 7. TV Liberté est sur le terrain et se bat pour une information vraie, exemplaire et vérifiée. 5 millions, c'est le nombre de vues des vidéos estampillées TV Liberté sur Facebook le mois dernier. Grâce à vous, ce sont plus de 3500 personnes qui se sont succédées sur les plateaux de TV Liberté. Un véritable foisonnement intellectuel. TV Liberté forme des journalistes, des cadreurs, des monteurs, des graphistes, des ingénieurs du son et même des réalisateurs. C'est une véritable école au quotidien. TV Liberté, c'est un espace unique de débat et de confrontation des idées. Grâce à votre générosité, grâce à votre don, mettez vos idées à l'abri en 2018 sur TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette émission sur les livres, nous avons la chance de recevoir Patrick Deschamps. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes avec Guillaume Berthelot et Ludwig van Bonhart, l'auteur de plusieurs biographies ou sujets aux éditions du Triomphe des bandes dessinées. Alors, je ne peux pas dire que je sois une adepte des bandes dessinées, parce que pour des tas de raisons, mais vos bandes dessinées font exception. Elles sont d'une richesse de textes qui est éblouissante parce qu'on apprend mille et une choses. Ce ne sont pas appropriés, proprement dit, des bandes dessinées pour les enfants. C'est pour les grands adolescents. Hein. C'est a priori à partir de 14 ans. Voilà. C'est ce qu'on dit quand j'ai dédicacé avant-hier à Versailles. Oui. Il y avait plein d'enfants. Oui. Enfin, ils étaient aussi fascinés par l'image. C'est assez intéressant. Et il y avait des pères qui étaient là, ils voulaient prendre absolument la BD sur Katyn. Vous savez, c'est d'une dureté comme il est. Ah, ben il lira ça plus tard. Mais exactement. Images, non, mais il a bien fait, ce père. Il a très bien fait. Vous savez, les parents versaillais, ils voient loin. Alors, nous allons parler principalement des fantômes de Katyn et de Pie XII, mais on évoquera aussi deux bandes dessinées de Verdun au chemin des dames et la guerre des tranchées. Vous avez aussi traité la bataille de la Marne et enfin le beau sujet des moines de Tibérine. Alors, vous êtes un esprit très, j'ai envie de dire, très libre et vous aimez voir les sujets dans leur intégralité. Et ce qui donne à ces bandes dessinées un intérêt important, notamment, par exemple, Pie XII, vous nous montrez, vous prenez la désinformation qu'a produite les deux films, le roman, Le Vicaire, la pièce de théâtre, et Amen, et le film Amen. Comment vous pouvez nous expliquer cela ? Le rôle de la désinformation. Voilà. Oui. Bah, je pense que c'est parce que, d'abord, c'était des sujets grand public. Oui. D'autre part, c'était des sujets, si vous voulez, anticléricaux sur lesquels il y a un public énorme. On est à une époque où, quand en 63, ils sortent cette pièce qui est diffusée, qui est jouée pour la première fois à Berlin. Oui. Berlin est très intéressante comme ville parce que Berlin, c'est la base de toute l'extrême gauche allemande. Il ne faut pas oublier que les étudiants allemands qui sont à Berlin ne sont pas soumis au service militaire, puisqu'ils n'appartiennent pas à la RFA. C'est une île d'Occident dans le monde soviétique. Et on oublie que mai 68 n'a pas commencé en mai 68, mais a commencé en février 68 à Berlin avec Rudi Dutschke, dit Rudi le Rouge. Et alors c'est parce que les Français sont habitués, à l'origine des révolutions, si on prend 1848,
1848, il fallait que ce soit la France qui soit au centre d'eux. Ils aiment être à l'origine des révolutions. On aime être à l'origine d'eux. Mais en l'occurrence, là, ça a commencé à Bernin-Ouest, qui est un endroit artificiel. Moi, j'y suis souvent allé à l'époque de Bernin-Ouest. C'était une île extraordinaire. C'était un endroit absolument fabuleux, parce que ça faisait 70 km de haut en bas et 50 de large. Et c'était une espèce, ça avait la surface à peu près de la Martinique. Et donc, qui sont les gens qui vont promouvoir cette pièce? C'est Willy Brandt qui est le maire de Berlin, c'est Egon Bahr qui est son assistant, et pour moi, Willy Brandt a quand même joué, parce qu'on l'a vu avec l'affaire Guillaume, c'était une taupe du KGB. Oui. Alors, quel est l'auteur de cette pièce de théâtre? Alors, c'est un dénommé Agoyens, qui était un Arménien qui travaillait au KGB à Moscou, qui a lancé cette opération. Et qui était par ailleurs professeur de désinformation. Voilà. Et qui va se prendre un personnage qui était un peu atypique, qui s'appelait Monsieur Horhout, qui s'est fait connaître aussi par un bouquin sur l'équipe qui avait des services secrets anglais, ceux qui avaient capté le code Enigma et qui connaissaient tous les services secrets, les messages codés des Allemands, qui va finir par se suicider. Et donc qui va faire un mal énorme, mal qui va être accru par le film Amen, dans lequel on prend le petit Kassovitz. Moi j'étais très copain avec son père, Peter Kassovitz, est juif hongrois, il a fui la Hongrie en 1956, il est arrivé en France, il s'est marié, il avait une femme formidable qui était responsable des fictions à France 3, et donc, c'est son fils qui va avoir le rôle principal du film Amen, qui est fait par Costa Gavras. Costa Gavras, il a 3 caractéristiques par rapport au Vatican. Il est communiste, il est grec et il est orthodoxe. Il n'y a pas de gens qui haïssent plus les catholiques que les orthodoxes. Moi, j'ai été 2 ans prof au lycée d'Athènes. J'avais des copains très orthodoxes, mais la personne dont il ne fallait pas parler, c'était le pape. Donc ça marchait. Et je pense que... Or, pour aborder un sujet, il faut un minimum d'empathie. Tout à fait. La haine n'est absolument pas source de connaissance. Ça, il faut quand même le dire. Et alors, vous avez un autre élément qui a joué contre Pie XII, c'est cette fameuse photo où on le voit sortir d'un immeuble à Berlin, en disant, entouré d'officiers allemands qui lui présentent. Et puis il avait surtout une gueule absolument extraordinaire parce qu'il se tenait très droit. Pie XII, au contraire de ce qu'on pense, c'était un très grand sportif. C'était une force de la nature. Et en fait, cette photo, c'est 1927, c'est le 2 novembre 1927, les 80 ans du maréchal von Hindenburg, président de la République de Weimar. Ça n'a rien à voir avec les nazis. Non. Et c'est interprété comme tel. Et il est à ce moment-là archevêque à Berlin. Et il est à ce moment-là nonce apostolique. Nonce apostolique. Nonce apostolique à Berlin. Alors, vous mettez en valeur la prodigieuse activité diplomatique de Pie XII. Il a agi, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est monté, si je puis dire, dans la hiérarchie vaticane, c'est que c'était un homme très doué, avec une grande finesse, à qui on a confié très vite des tâches diplomatiques. Alors, il a des tâches diplomatiques dès sous Pie X, puisque je crois que le premier poste qu'il a, c'est de rentrer dans l'équipe du secrétariat d'État. Ensuite, il va être proche de Pie XI, qui était vicaire apostolique à Varsovie, et qui a vu les massacres faits par les communistes au moment de ce qu'on a appelé le miracle de la Vistule, qui est lié à une mésentente entre les 2 armées soviétiques, dont Staline était le commissaire politique d'une des 2. Et il va, à cause de l'affaire des Christeros, prendre la place de Monseigneur Gaspari, qui était le nonce apostolique, le secrétaire d'État, et donc il devient lui-même secrétaire d'État, et il a, à mon avis, deux rôles essentiels. Ce sont les deux condamnations du nazisme et du communisme, à 15 jours d'écart. Alors, lui est directement impliqué dans Mitbredender Sorge, qui est l'encyclique qui est écrite en langue allemande,
qui est diffusé dans toutes les paroisses allemandes au nez à la barbe de la Gestapo, ce qui va amener plus de 1000 prêtres à se retrouver dans des camps tout de suite. Un tiers à Dachau, l'interdiction des mouvements de jeunesse catholiques, ce qui explique pourquoi Benoît XVI a été dans les jeunesses hitlériennes, c'était une obligation, il n'avait pas le choix à cette époque, alors qu'on l'a attaqué là-dessus, ce que je trouvais un peu ridicule, montrant d'ailleurs une méconnaissance de l'histoire de la part de beaucoup. Il n'avait pas lu votre BD. Alors, il n'avait pas lu ma BD, mais et une semaine après, vous avez l'encyclique Divini Redemptoris qui condamne le communisme comme intrinsèquement pervers, et là, qui, à mon avis, est plus l'œuvre de Pie XI. Parce que Pie XI avait, je le disais juste avant, avait été très marqué par les massacres des communistes commis en Pologne. Et c'est la seule crainte de Pie XII, c'est les conséquences de ces manifestes et les conséquences de ces lettres. Et vous citez un passage très intéressant où la religieuse qui est auprès de lui lui dit « Mais il faut publier, garder cette lettre, garder trace ». Et il répond non, parce que si on la trouve, 200 000 personnes vont encore mourir. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Et c'est au moment de la rafle massive qu'il y a aux Pays-Bas de juillet 1942, rafle qui est condamnée par le primat de Hollande, et en représailles, l'autorité, le Gauleiter des Pays-Bas, non seulement va arrêter les juifs, mais va arrêter les juifs convertis au catholicisme. C'est comme ça qu'Edith Stein va mourir à Auschwitz. Et il y a ce débat raconté par la sœur camériste de Pie XII, qui dit, il a écrit une condamnation, et c'est lui-même qui dit, si je publie cette condamnation, on ne va pas arrêter 100 000 personnes, on va en arrêter 200 ou 300 000. Ouais. Et ça explique tous ces soi-disant silences de Pie XII pendant la guerre, et les gens oublient qu'en décembre 1942, il est le seul à se prononcer, et même Einstein le reconnaît en disant, dans l'immense silence qui règne sur l'Europe germanisée, il y en a un qui élève la voix, c'est Pie XII. Et il va tout faire pour promouvoir les réunions de paix, il va beaucoup agir. Et il va aussi, ça je trouve ça très beau, refuser l'idée que l'Allemagne dans son entier est collectivement responsable. Il connaît très bien l'Allemagne. Oui. Il y est resté de 1917 à 1931. Il sait que les premières victimes du régime nazi, ce sont les Allemands. Ce sont les Allemands, bien sûr. Alors, il a une autre chose qui est assez intéressante, c'est face au communisme, selon les accords de Latran de 1929, qui ont été faits par son prédécesseur, le cardinal Gaspari, le Vatican s'engage à ne pas se mêler de politique intérieure en Italie. Et quand il y a les élections législatives après-guerre, il menace d'excommunication toute personne qui voterait pour les communistes. Oui, oui. Il excommunie, le 13 juillet 1949, il excommunie tous les communistes. Il excommunie les communistes. Et c'est très peu connu. Alors, c'est totalement inconnu. C'est d'abord complètement en procès avec les accords de Latran, mais c'est dans la tradition du Vatican, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à alors, c'est vrai que Benoît... comment il s'appelait le Rerum Novarum, Léon XIII, oui, essaye de faire un peu une ouverture, mais sinon, tous les Italiens qui participaient à la vie politique italienne née de la réunification de l'Italie ou de l'unification de l'Italie faite par Victor Emmanuel, a priori, n'avaient pas le droit de faire de politique et risquaient d'être excommuniés. Donc il y a un peu une tradition sur ce rôle ambigu du Vatican en Italie. En tout cas, donc, comme vous le voyez, grande richesse sur ce sujet. Des grandes richesses aussi sur Katyn et ses fantômes. Alors, qui est Philippe Glodowski? C'est un vieux monsieur? Pas du tout. Non, c'est pas le vieux monsieur que vous dessinez, qui est dessiné à la fin. Parce que ce qui est très émouvant, c'est que vous mettez en scène un très vieux... mais qui a survécu. Un survivant. Qui avait vu ce qu'on appelait les corbeaux, c'est-à-dire les voitures fermées dans lesquelles on emmenait les futures victimes,
parce que lui n'a jamais compris pourquoi il ne l'avait pas tué. C'est parce qu'il avait une vision de l'économie, et il parlait le russe, et il avait dit que, comme il savait que la Pologne était rayée de la carte, il choisirait la nationalité russe. Donc, si vous voulez, c'est un des rares survivants de Katyn. C'est un témoin oculaire de l'arrestation. Bon, il n'a pas vu les exécutions. Oui. Mais Katyn, c'est intéressant de voir comment il y a un acharnement à vouloir tuer l'intelligentsia polonaise, qui se passe d'ailleurs des deux côtés, parce qu'à l'époque, un mois avant qu'on exécute les Polonais côté soviétique, les Allemands sont rentrés dans l'université. Tous les profs de l'université. Arrêtent tous les professeurs et les déportent, oui, absolument. Mais tout ça, on le voit très bien dans le film de Vajda. Film qui n'a pas été beaucoup diffusé parce que vous avez un lobby qui empêche la diffusion de ce genre de choses. Ne me parlez pas de ce scandale, je trouve ça honteux. Vajda, son père qui mais chaque famille française doit avoir le DVD, puisque maintenant on peut faire la nique au distributeur. Avec un DVD, chaque famille peut avoir l'histoire de ce drame. Ce que vous nous apprenez, c'est cette chose horrible. Les Anglais s'opposent à toute enquête de la Croix-Rouge sur le sujet. Et Roosevelt demande à une personne de s'en occuper, qui lui fait un rapport en lui disant c'est authentique, ce sont les soviétiques. Le type est envoyé jusqu'à la fin de la guerre aux îles Samoa pour ne pas pouvoir, et à ordre de ne pas parler. Et c'est Churchill qui dit l'alliance avec les soviets est plus importante que la vérité qui les massacre. Sur les massacres. Vous rappelez les éléments sur la mort du général Sikorski en exil. Vous pouvez nous en parler? Alors, le général Sikorski, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai vu son bureau qui est intact à l'ambassade de Pologne à Paris, dans la résidence du prince de Talleyrand, rue Talleyrand. Il y a son bureau. Et il a été là, donc, je dirais, de novembre 39 à juin 40. C'est très émouvant de voir le bureau d'un homme. Moi, j'ai vu le bureau de José Antonio Primo de Rivera à Madrid, et c'est vrai que j'ai été très ému. Et ça fait un coup parce que l'origine directe du massacre de Katyn, ce serait la rencontre entre le général Sikorski et le général Gamelin, qui commandait les armées françaises. Et Sikorski lui propose de créer une brigade polonaise qui irait combattre aux côtés des Finlandais contre les Soviétiques. Et ce serait l'origine directe. Bon, et ensuite, Sikorski serait prêt, d'après ce qu'on dit, à un compromis avec Staline. C'est le général Anders qui va commander l'armée polonaise qui va monter en Italie avec la 8e armée anglaise. Ils sont en conflit. Et à ce moment-là, en juillet 1943, vous avez la mort très étrange de Sikorski, puisque son avion plonge directement dans la mer. Le pilote a survécu, ce qui est assez étrange. Et vous avez, à l'époque, vous avez un dénommé Philby, qui est instructeur pour le sabotage. Philby, qui est une taupe du KGB et qui aura je ne sais pas combien de morts sur la conscience dans tous les agents secrets qui sont envoyés dans les pays de l'Est à partir de 1945, qui fait partie de ce qu'on a appelé les 5 de Cambridge, qui étaient des militants communistes, dont le conseiller sur toutes ces œuvres d'art de la reine d'Angleterre, qui a toujours refusé de le chasser. Ce qui est assez intéressant. Et Philby a fini sa vie comme un roi à Moscou. Dans son lit. Et puis, vous rappelez que donc le grand mensonge, je trouve que c'est quand même un des grands mensonges de ce XXe siècle, l'accusation de la mort des officiers polonais aux Allemands. L'inculpation des Allemands. Et vous montrez alors que déjà à ce moment-là, un certain nombre de gens savaient, dont d'ailleurs l'écrivain journaliste Robert Brasiliac, qui avait vu les fosses et qui savait que c'était des soviétiques. Bien que, comme vous le dites, les
pistolets étaient allemands, les balles étaient allemandes, mais tout cela avait été vendu par les soviétiques aux Allemands. Et vous montrez les mises en scène soviétiques qui vont pendre 5 officiers allemands comme responsables de Katyn. Oui. À Nuremberg. Là, c'est quand même et il y a même un juge, la mise en scène soviétique morbide. qui a un remords qui veut dire, et il est assassiné dans la nuit, il ne va pas pouvoir parler. Oui. Alors le juge de Nuremberg, le juge, on va l'appeler russe, n'est-ce pas? Plutôt que soviétique, le juge russe qui s'oppose à ce jugement inique sera assassiné dans la nuit. Tout à fait. Dans sa chambre d'hôtel. Tout à fait. Alors, si vous voulez, sur la question des pistolets, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que depuis les accords de Rapallo en 1922, l'armée allemande s'entraîne en cachette en Union soviétique. Donc, il y a des rapports, ils expérimentent là leurs chars, leurs avions et autres. Bon, et donc, ça va expliquer en gros la défaite de 1941, parce que les Allemands sont très bien informés sur toutes les organisations militaires des Russes ou des Soviétiques, selon le vocabulaire que l'on choisit. Mais, et donc, c'est normal qu'ils aient des pistolets. Alors, ils vont en jouer, et alors, ils vont essayer de rétablir la vérité en disant, et alors c'est là où il y a un gag, c'est qu'il y a un grand professeur d'université qui est censé de prouver que ce sont les Allemands qui, et il dit, oui, ça s'est passé en juillet 1941, et quelqu'un lui dit, oui, mais ils avaient tous de gros manteaux. Ils avaient des gros manteaux d'hiver. Alors, il va changer son... Et là, ça montre la vérité. Et puis alors le pire, c'est d'avoir fait un mémorial à Katyn avec un H, qui est effectivement un massacre commis par les Allemands et ce Katyn avec un H est jumelé avec Lidis, qui est la ville qui a été rasée après l'exécution d'Heydrich par les services secrets anglais en Tchéquie, et avec Oradour-sur-Glane. Et de 69 à 89, les chefs d'État étrangers vont s'incliner devant ce mémorial. Histoire de gommer le vrai Katyn. Merci d'avoir dit toutes ces vérités dans Les fantômes de Katyn. Merci de nous avoir fait approcher du grande personne qui était Pie XII, un pape dans la tourmente. Et nous allons lire tous les autres livres. C'est aux éditions du Triomphe. Et un nouvel album en préparation? Mais il y en a 3. 3. Alors, il y en a un sur 1918, qui est le 4e tome de la Première Guerre mondiale. Oui, vous allez revenir pour il y en a un autre sur Rotonde, que je suis en train d'écrire. Et il y en a un autre, alors là, c'est un sujet passionnant et puis qui fera beaucoup de bruit, qui est sur Louis Renault. Ah, fou. Alors, je traite dans le premier tome de Louis Renault et de son rôle dans la Première Guerre mondiale, qui a eu l'intelligence de faire un char qui soit adapté au moteur de l'époque, parce que les autres chars, qui étaient colossaux, mais ne pouvaient pas avancer parce que les moteurs n'étaient pas assez puissants. Et puis, dans le second tome, on parlera du rôle de Louis Renault pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été, là aussi, victime d'une désinformation absolument extraordinaire. Venant des mêmes personnages. Oui. Nos gentils communistes. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Et c'était avec à plaisir. très vite pour une autre émission sur vos belles bandes dessinées, si instructives. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité un maître en la matière, monsieur Étienne Madrange. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Vous avez été magistrat, vous êtes maintenant avocat et vous avez une passion qui est l'œuvre d'art en général et les vitraux en particulier. L'art sacré, disons. L'art sacré et plus précisément encore l'arbre de Jessé sur ces vitraux. Et vous êtes allé voir ces arbres de Jessé partout dans le monde et en France. Et disons une quarantaine de pays. Vous nous offrez donc 2 livres tout à fait étonnants. Un livre donc général, L'arbre de Jessé, de la racine à l'esprit,
chez vous-même, vous vous auto-éditez. Non, il était édité chez Molière, les éditions Molière. Les éditions Molière, celui-là. Mais il est épuisé, il en reste quelques exemplaires pour les... Et puis, vous avez fait un zoom, si je puis dire, comme on dit à TV Liberté, et vous nous avez donné un petit livre qui s'appelle La Verrière d'Isaïe, de la Sainte-Chapelle et l'Arbre de Jessé. Et là, c'est chez Madrange Éditeur. Et c'est grâce à ces visites que vous organisez de la Sainte-Chapelle, visites qui sont, paraît-il, extraordinaires, puisque c'est un spectateur de TV Liberté qui m'a invité à découvrir vos livres. On vous téléphone, on vous envoie un mail, on organise un groupe, comment fait-on? Il se trouve que j'ai longtemps été magistrat, oui. Vous le disiez, j'ai été 42 ans, et en dernier lieu, j'étais avocat général à la Cour d'appel de Paris. Et parallèlement à cette fonction judiciaire, j'étais petit à petit devenu un peu celui qui faisait visiter le palais, le gardien du temple en quelque sorte, avec des conférences, avec donc des visites, avec parfois un regard particulier sur telle ou telle partie de ce monument exceptionnel qui est le Palais de la Cité. Le Palais de la Cité, c'est 4,5 hectares. Au sein du palais, il y a la Sainte-Chapelle qui a été construite au XIIIe siècle par Saint-Louis, entre 1243 et 1248. Et donc, il y a quelques centaines de mètres carrés, 600 mètres carrés, même un peu plus, de vitraux, dont une grande partie sont du XIIIe siècle. Et dès lors, j'ai la passion effectivement de l'art sacré, et surtout j'ai la passion de la transmission, transmettre un regard, transmettre ce que l'on peut découvrir aussi, pour qu'un maximum de gens puissent en profiter. Alors effectivement, je fais visiter le palais, je fais visiter la Sainte-Chapelle. Et alors comment fait-on? On monte un groupe? Alors on peut monter un groupe. Et après on vous écrit sur votre blog? Non, alors ça passe également bien évidemment par le palais, car vous le savez, nous sommes avec des normes de sécurité. Oui, bien sûr. Donc il faut téléphoner au palais? Non, on peut me contacter, après je dis si c'est faisable ou pas. Très bien, évidemment. Très bien. On ne peut pas non plus faire ça à plein temps. J'exerce bien maintenant sûr. le métier d'avocat au barreau de Versailles. Bien sûr. C'est également prenant. Bien sûr. Alors, concentrons-nous sur cet arbre de Jessé. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'arbre de Jessé? C'est assez simple. D'abord, c'est le plus beau thème, sans doute, de l'iconographie chrétienne, mais c'est l'un des moins connus, paradoxalement. On trouve des arbres de Jessé dans le monde entier. On les trouve sous forme de vitraux, dans la pierre, sous forme de sculpture, sous forme de tympan. On le trouve dans la tapisserie également. On le trouve dans des bibles, dans des enluminures. On le trouve sur des chasubles. On le trouve dans des peintures. On le trouve sur des retables. Donc, sur tous les supports. Au Moyen-Âge, on a besoin à un moment donné de décrire la généalogie des rois. Et donc, des gens vont inventer des arbres qui peuvent être l'orme, le chêne, d'autres. Donc, on utilise un végétal, somme toute, pour représenter la généalogie, les ancêtres, les enfants, les collatéraux, etc. Puis, à un moment donné, quelqu'un se dit, mais le plus grand des rois n'est-il pas Jésus ? Et finalement, on n'a pas fait la généalogie de Jésus. Or, la généalogie, on la connaît. On la connaît dans l'Évangile par deux évangélistes, l'un Matthieu, l'autre Luc. Dans un sens inverse, d'ailleurs, les deux, l'un part du haut et l'autre part du bas. Et on va retenir surtout celle de Matthieu, premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, d'une part. Et puis, si on veut faire la généalogie de Jésus, mais où la faire démarrer? Et là, on se souvient du chapitre 11 de la prophétie d'Isaïe, où Isaïe, ce grand prophète, dit qu'il sortira de la racine de Jessé une branche, un rameau, et que de cette branche, de ce rameau, sortira un surgeon, une fleur. Et on se dit, mais après tout, la racine de Jessé, c'est le père de David, qui est donc le grand roi, le second roi d'Israël, après Saül. Et puis, donc, il a eu cet enfant tardivement, il a eu 8 enfants, il est peut-être septuagénaire, octogénaire, que sais-je, il est assez âgé quand il a ce dernier enfant, David, donc Jessé, qui est un berger. Et donc, et David aura à son tour des enfants, dont le très grand Salomon, le grand roi sage. Et
Et alors, quand on établit cette généalogie, quand on veut établir cette généalogie de Jésus, ben, on va se dire, on va remonter à Jessé, donc ce sera le grand ancêtre. On va utiliser un arbre. Comme Isaïe parle de la racine de Jessé, cet arbre va sortir du corps de Jessé, donc de son ventre, de son épaule, parfois de sa tête, exceptionnellement d'endroits plus intimes, ce qui a une signification plus forte peut-être pour certains iconographes dans la mesure où, effectivement, il est le père de la lignée. Et c'est au XIe siècle, donc, que pour la première fois, dans un codex qui est conservé à Prague, à l'université de Prague, dans un codex, on trouve le premier arbre de Jessé sous forme de ce Jessé et d'un végétal. Par la suite, le thème va considérablement se développer. Et au Moyen-Âge, notamment au XIIe, XIIIe siècle, on a l'arbre de Jessé de la basilique de Saint-Denis, de Sugère, bien évidemment. On a ensuite, au XIIIe siècle, la Sainte-Chapelle, on a Chartres, bien évidemment, Cantorbéry, et de nombreux endroits où on a donc un arbre de Jessé qui est une succession de registres dans un vitrail, avec en bas un Jessé qui somnole, qui dort, qui pense à sa descendance. Il dort pas toujours, il a les yeux mi-clos, il a les yeux clos, il a les yeux mi-clos. Et puis au-dessus de lui, donc on a David que l'on reconnaît toujours à son psalterion, le psalterion pour accompagner les psaumes, une sorte de harpe, une sorte d'instrument à cordes, donc le psalterion. Et après David, on a le fils de David, bien évidemment, Salomon, qui lui tient généralement dans la main un temple, parce que bon, c'est le constructeur du temple. Et puis ensuite les autres rois, mais ils étaient 24 au total, puisqu'il y a eu des rois jusqu'à la déportation à Babylone, bien évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de rois. Mais il faut savoir que le fils de Salomon crée le grand schisme entre le nord et le sud d'Israël, avec d'un côté donc le royaume d'Israël et de l'autre côté le royaume de Juda. Et la tradition, on le sait par l'évangéliste Matthieu, veut que Jésus descende des rois de Juda, c'est-à-dire donc David, Salomon, le Roboam, qui lui, malheureusement, a pris le contre-pied de son père, a été un roi absolument épouvantable. C'est Roboam qui crée le schisme. Par la suite, il y aura des rois terrifiants, criminels, comme Manassé, qui va couper vif, dit-on, dans la légende, le prophète Isaïe dans un arbre. Mais il y aura des très grands rois comme Ézéchias, par exemple, qui sont des rois généreux et des rois exceptionnels. Donc, tout ça, on le trouve dans l'Ancien Testament. Alors, les verriers, les peintres, les sculpteurs vont mettre en scène toute cette généalogie, et au Moyen-Âge, avec un Jessé en bas, une succession de rois, pas toujours 12 ou 24, parfois 4-5, ça dépend de la verrière, bien évidemment, et puis tout en haut, Jésus en majesté, entouré de colombes qui représentent les dons de l'Esprit Saint, tels qu'on les connaît également dans Isaïe, l'intelligence, la force, etc. Bien. Arrive le protestantisme et la réforme, avec ce rejet de Marie, avec aussi ce rejet de l'iconographie. Et la contre-réforme intervient peu après. On est au XVIe siècle, le Concile de Trente, on est au milieu du XVIe siècle, et les catholiques, du coup, et l'iconographie catholique, pour prendre le contre-pied de la réforme protestante, va remplacer Jésus adulte tout en haut du vitrail par Marie. Il faut bien montrer que pour les catholiques, Marie est un personnage de première importance. C'est la mère de Dieu, c'est la mère du Christ, la mère du Sauveur. Et donc Jésus va se retrouver bébé, enfant, dans les bras de Marie, ce qui explique que dans les vitraux du XVIe siècle, les grands vitraux de Grand Verrier, les Arnaud de Molle, les Engrand Le Prince et tous ceux qui ont été vraiment des artistes fabuleux, eh bien on retrouvera toujours un Jessé. Alors, qui sera plus allongé, là on va le mettre en majesté dans un fauteuil, type Renaissance. L'arbre va toujours sortir de sa poitrine ou de son ventre. Il y aura David, il y aura Salomon, Roboam, Ézéchias, Manassé et les autres, ou la plupart d'entre eux. Et tout en haut, on aura Marie, exceptionnellement parfois qui allaite, 2-3 fois dans les arbres de Jessé. C'est rare, mais ça peut arriver, notamment dans quelques chapelles privées qui ont de très beaux vitraux Renaissance. Et puis voilà. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est vous racontez merveilleusement bien toute votre quête de ces arbres Jessé. Vous allez dans des petites églises, vous allez dans la France profonde, église romane, dans l'Europe, et vous trouvez des merveilles. Alors on trouve des merveilles parce qu'on en trouve sur des calices, on en trouve. Vous allez en Belgique, vous rencontrez un prêtre, le curé d'une paroisse, il vous dit vous intéressez à arbres Jessé. Attendez, j'ai un vieux bouquin là.
Je crois me souvenir qu'il y a une illustration, il va sortir ça. Il y a l'autre qui est à table, vous arrivez, il dit « Ah, vous vous intéressez à l'arbre de Jessé ? Non, j'arrête mon repas, je vais vous ouvrir. Vous allez voir dans ma sacristie, j'ai un arbre de Jessé, mais personne ne le sait. » Donc, ce qui a été... Il y a une fraternité des admirateurs de l'arbre de Jessé. Je pense, mais ce qui a été formidable dans cette quête, c'est le côté humain. À l'origine, de mon point, comment dirais-je, ma recherche était pour... je m'étais aperçu qu'il y avait très peu d'ouvrages, il n'y en avait même pas d'ailleurs, hein, de niveau mondial, si vous voulez, enfin un peu généraliste, universel, sur l'arbre de Jessé. Donc j'ai commencé à faire cette quête dans 30-40 pays, en prenant des avions, beaucoup, en promenant, c'était dans les années 2005, 2006, 2007. À l'origine, c'est ma mère, qui est une femme exceptionnelle et qui avait beaucoup recensé d'arbres de Jessé, qui m'avait un peu passé sa passion. Et donc, j'ai repris le travail. Il a d'abord fallu établir une liste. J'ai écrit donc à tous nos ambassadeurs pour leur demander de saisir leur service culturel. J'ai écrit à tous les évêques de France, à toutes les DRAC. Et curieusement, et d'ailleurs, merci à eux, j'ai eu des réponses. La totalité des DRAC et des directions régionales des affaires culturelles m'ont répondu. Beaucoup d'évêques et d'associations ou services diocésains d'art sacré. Donc après, et un certain nombre d'ambassadeurs. Vous avez pris votre bâton de pèlerin. En Pologne, au Brésil, au Québec, ailleurs. Bon, enfin au Canada et ailleurs. Donc, j'ai effectivement, alors après, j'ai également les musées, bien évidemment, que j'ai interrogés, parce que j'ai trouvé des arbres de Jessé dans les réserves, parfois, notamment, je pense au musée des Beaux-Arts, au musée royal de Bruxelles, où la conservatrice m'a accompagné dans les sous-sols et m'a révélé un arbre de Jessé qui était totalement inconnu. Et donc j'ai voulu montrer à la fois la diversité des arbres de Jessé, la valeur, la qualité de ce thème, son universalité également. Donc je vous dis, sur le métal, sur le verre, sur le bois, sur la pierre, sur le tissu. On a en Savoie notamment une magnifique tapisserie d'arbres de Jessé. Et donc l'idée, c'était de montrer que depuis le XIIe siècle, somme toute jusqu'au XXIe siècle, c'est un thème qui n'avait pas vieilli, et qui inspirait beaucoup tous les grands artistes. Et donc, il y a des arbres de Jessé, en Amérique notamment, à Chicago. Il y en a également en France, qui sont des œuvres contemporaines absolument extraordinaires, où là, les artistes ont tenté de renouveler un peu le style, mais on garde quand même l'idée de l'ancêtre, hein, de l'ancêtre Jessé. Alors, certains nous disent, oui, mais Jésus descend peut-être de Jessé, mais le dernier dans l'arbre n'est autre que le père de Joseph, et Joseph n'est pas le père biologique, dit-on, dans l'Évangile. Alors, puisque Jésus est fils de Marie et fils de Dieu, sauf que on dit aussi dans certains textes apocryphes ou intertestamentaires que Marie descend de David, mais pas par Salomon, par un autre fils de David. Et donc, du coup, finalement, retraçant la généalogie qui remonte à Jessé et à David, Jésus descend bien tant par son père que par sa mère. Absolument. De Jessé, on a un véritable arbre généalogique. En tout cas, vous voyez, chers amis de TV Liberté, maintenant, dans une église, vous allez pouvoir chercher l'arbre de Jessé et vous le trouverez sûrement. En tout cas, ce livre est un guide merveilleux, Étienne Madrange. Et alors, vous avez aussi écrit un petit livre de nouvelles qui sont délicieuses, parce que vous aimez les mots. Vous jouez avec les mots. Vous jouez avec les mots. Et La tarte aux groseilles de grand-mère et 30 autres récits. C'est vraiment un livre qui se déguste. Et puis, je voulais raconter des histoires judiciaires aussi. Ce clochard qui venait me voir tous les ans pour que je le mette en prison, avec la complicité du tribunal correctionnel, parce qu'il avait froid. Et puis il nous rendait service, il s'occupait un peu de la cuisine, il sortait les poubelles et tout. Alors c'est ces petites histoires qui émaillent toute une vie, comme ça, et que des fois on a envie de raconter, qui ne doivent pas tomber dans l'oubli, vous avez raison. Et puis vous avez écrit un très joli livre qui s'appelle « Les anges de Paris, sentinelles de vie ». Alors là, vous avez des photos délicieuses, des photos d'anges qu'on ne connaissait pas, des anges, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anges dans Paris. J'en ai recensé environ 20 000, j'en ai photographié 2000 et j'en ai publié un peu plus de 400. Voilà, alors laïque, civil et religieux, bien évidemment. Et puis alors, bon, les photos sont très bonnes, mais le texte aussi est très très bon et très original. Vous parlez des anges mauvais, bien sûr. Quelques-uns, rares. Dans la porte de l'enfer de Rodin, par exemple, au musée Rodin. Vous avez illustré par la très belle statue du baiser de l'amour de Canova cette phrase de Michel-Ange. Oui. J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer.
Ça, c'est quand même une idée très jolie. Mais c'est dire que en faisant ce livre sur les anges, pendant 1 an, je me suis promené en vélo, à pied, en moto dans Paris. Et puis j'ai cherché, parfois par une enquête un peu journalistique, et puis ensuite je me suis dit, il faut faire correspondre à ces anges magnifiques des phrases. Textes. Et je me suis rendu compte que les grands auteurs, ça peut être Victor Hugo, Rabelais, plein d'autres, et pas seulement la Baudelaire. Bible, Baudelaire, bien évidemment. Et plus tard, un ange, en trouvant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Vous avez raison, Anne, de grands auteurs finalement ont été inspirés par les anges. Mais vous savez que beaucoup de gens... Et cette dernière que je trouve très belle, l'ange serait l'individu chez lequel l'être intérieur réussit à triompher de l'être extérieur. Et c'est Balzac. C'est une... Et vous savez que beaucoup de gens s'intéressent... Je l'ai trouvé... j'ai découvert ça à travers cette promenade dans Paris. Mais vous l'abordez de façon extrêmement... de gens sont intéressés par les anges. Originale et riche. Étienne Madrange, merci beaucoup. Merci, Anne. Je conseille aux téléspectateurs d'aller sur votre site et ils pourront voir tous vos trésors. Et à très vite pour votre prochain livre. Vous êtes chez vous, ici. Entendu, je viendrai vous présenter. Merci, Anne. À très vite, chers amis de TV Liberté. Nous avons la joie, chers amis téléspectateurs, de recevoir pour cette rubrique patrimoniale un historien, un agrégé d'histoire et un archéologue. Bonjour Bruno Brioul. Bonjour Anne. Nous sommes très contents parce que vous nous présentez le sujet si important et si mystérieux des manuscrits de la mer morte, dit les manuscrits de Qumran. C'est effectivement l'objet du livre que j'ai publié il y a quelque temps déjà. Chez François-Xavier de Guibert, voilà, chez François-Xavier grand éditeur devant l'Éternel. Et alors, il est sous-titré « Les hypothèses, le débat ». Ce que j'aime dans votre livre, c'est qu'il est très explicatif, il n'affirme rien, il n'impose rien. C'est toute votre démarche de proposition. L'idée du livre... c'était de pouvoir confronter les différents points de vue des biblistes, des exégètes et des archéologues. Car il faut savoir que ce sujet passionnant de Qumran et des manuscrits de la mer morte englobe à la fois les études des textes, des manuscrits, mais également l'étude du site de Qumran, qui est un petit site situé au nord-ouest de la mer morte, à peu près une journée de marche à l'est de Jérusalem et à quelques heures de marche de Jéricho. Alors, racontons l'histoire, parce qu'elle est très très belle en fait. C'est un berger. Oui, alors c'est la légende, on va dire la légende urbaine veut que un berger bédouin de la tribu des Tahamiré, qui s'appelait Mohamed Eddib, Mohamed le loup, ait découvert par hasard, en cherchant un animal de son troupeau qui s'était égaré dans une anfractuosité, ait découvert les premiers manuscrits qui étaient conservés dans des jarres. Enveloppés de lin, ce qui montre aussi que c'était des documents qui étaient considérés comme extrêmement précieux et importants. Et cette découverte s'est faite, pense-t-on, durant l'hiver 46-47. Donc on est au mois de janvier ou février 1947. Alors évidemment, ce serait trop long d'entrer dans les détails, mais très rapidement, on peut dire que les premiers manuscrits mis au jour, dont les plus importants, sont au nombre de 7. Et que ces manuscrits seront très rapidement en fait envoyés sur le marché des antiquités. Oui, ça c'est... Parce que les Bédouins font non seulement sont pasteurs nomades, mais ils font aussi le commerce des antiquités, qui est extrêmement lucratif. Et ça depuis des lustres, puisque on sait par l'histoire qu'il y a déjà au IIIe siècle de notre ère des découvertes de manuscrits dans des grottes autour de la mer morte. Et plus tard encore, au 8e siècle, le patriarche Timothée, qui est patriarche de Bagdad, rapporte la découverte de quelques manuscrits dans des jarres. Ce qui permet de renvoyer dans les filets les gens qui disent « rendez-nous ce patrimoine qui nous appartient ». Non, il a été vendu.
Oui, il a été vendu. Entre parenthèses. Il a été vendu. Mais l'histoire fait bien les choses parce qu'en fin de compte, ils sont aujourd'hui tous ou quasiment tous conservés dans le sanctuaire du livre, qui est une annexe du musée Rockefeller à Jérusalem. Alors je dis presque tous parce qu'il est assuré que certains manuscrits ont été achetés par des collectionneurs privés. Donc il existe probablement. Il y a encore des choses à découvrir d'ailleurs. Au tout début de cette année, en 2017, les archéologues israéliens et américains ont mis au jour une nouvelle grotte qu'on a très rapidement baptisée la grotte 12, dans le même secteur de la mer Morte, nord-ouest de la mer Morte. Or c'était une grotte malheureusement vide de manuscrits inscrit, c'est-à-dire qu'on a trouvé un rouleau mais qu'il était vierge, il était vierge de toute écriture, mais on a retrouvé du matériel archéologique qui est tout à fait similaire à celui découvert dans les 11 premières grottes. Alors, qu'est-ce que vous appelez matériel archéologique? Alors, le matériel archéologique qu'on trouve dans les grottes, c'est essentiellement des jarres. Mais ça peut être aussi... Ça peut être aussi, alors on a trouvé dans la grotte 12, la dernière grotte découverte, on a trouvé des petits objets de la vie quotidienne, et même des assiettes, des tessons, des bols, des gobelets. Pièces de monnaie. On n'a pas trouvé de pièces de monnaie dans les grottes, mais on a trouvé des ostracas, c'est-à-dire des tessons de céramique inscrits. Et puis on a aussi trouvé quelques pointes de silex, qui remontent au chalcolithique ou au néolithique, c'est-à-dire au 6e millénaire avant notre ère à peu près. Alors, il y a un premier archéologue qui s'intéresse à ces manuscrits et qui travaille dessus, un homme très savant, le père Roland Guérin de Vaux, qui est directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est vraiment la personnalité centrale de cette histoire et de cette saga des manuscrits de la mer Morte. On peut dire que si le père de Vaux n'avait pas été là, nul ne peut nous paraît dire ce que seraient advenus ces manuscrits et le site de Qumran. Le père de Vaux est un bibliste chevronné, un savant aux connaissances immenses, qui est à l'époque de la découverte à Jérusalem. Il faut souligner d'ailleurs que c'est très courageux de sa part. L'école biblique et archéologique de Jérusalem, c'est en fait le couvent des Dominicains. Mais il faut savoir que au cours de cette période 46-47, on est dans des périodes de tension extrême entre les Juifs sionistes, les Palestiniens et les Britanniques, puisque la Palestine n'a pas beaucoup changé. Malheureusement non. La Palestine est sous mandat britannique. Sûr, et donc beaucoup d'écoles archéologiques étrangères ont décidé de fermer les portes. Et donc lorsque... Mais c'est pas le genre des Dominicains. Les Dominicains, ils restent. Et puis ils sont là pour rester, effectivement. Et donc le père de Vaux n'est pas le premier à recevoir les premiers manuscrits, mais comme il est le directeur de l'école biblique, et qu'il a déjà fouillé, et qu'il est d'ailleurs en train de fouiller d'autres sites en Palestine, il se présente comme la personnalité incontournable pour traiter cette découverte absolument extraordinaire. Alors, quelle est son hypothèse? Alors, il faut savoir que le père de Vaux, avec le père Milik, qui est un collègue polonais, mais de l'école française, ce sont les deux seules personnes qui ont travaillé à la fois sur les manuscrits et sur le site de Qumran. Alors, l'hypothèse du père de Vaux est assez simple, je l'appelle en fait la triangulaire du père de Vaux. Elle est de dire que les manuscrits qui ont été découverts dans les grottes appartiennent et ont été probablement rédigés par une secte, c'est-à-dire un mouvement religieux juif particulier qu'on appelle les Esséniens, dont le centre majeur était à Qumran. Donc tout le travail du père de Vaux a été de prouver, par l'étude des textes et par l'archéologie, que ces manuscrits, qui sont à peu près au nombre de 900 manuscrits retrouvés, quand même, ce qui est considérable, eh bien, appartenaient à des bibliothèques, une bibliothèque essénienne. Mais qui sont ces Esséniens? Alors, ces Esséniens, eh bien, à vrai dire, on sait peu de choses d'eux. Ce que l'on en sait vient essentiellement de l'historien juif Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle de notre ère, qui parle assez longuement des Esséniens, parce qu'il les a côtoyés, semble-t-il. Il parle également des pharisiens et des sadducéens, et même des zélotes, qui sont des mouvements religieux beaucoup plus connus. Et qui se battent entre eux. Et qui sont en tout cas très peu d'accord entre eux sur certains points, notamment sur la manière d'interpréter la Torah. On les connaît également, ces Esséniens, par le juif Philon d'Alexandrie, et également par un historien romain du 1er siècle, qui s'appelle Pline l'Ancien, qui, lui, apporte des précisions géographiques.
sur la situation du centre majeur des Esséniens, qu'il situe justement aux alentours de la mer Morte, près de Jéricho. Alors, ce que j'aime dans les fouilles archéologiques, c'est que vous donnez réalité aux personnages que vous retrouvez. Il y a donc, c'est probablement le père Roland Guérin qui le fait, un maître de justice et un prêtre impie dans cette secte des Esséniennes. Pouvez-vous nous expliquer? Alors, il faut savoir d'abord que parmi les 900 manuscrits qui ont été mis au jour dans les grottes, il y en a environ 200 qui présentent un caractère sectaire, c'est-à-dire un caractère qui n'est pas conforme à ce que l'on trouve dans la Torah, donc dans le canon de la Bible hébraïque. Et parmi cette centaine de manuscrits, une trentaine parlent d'une communauté qui porte le nom de Yahat, qui veut dire en fait l'alliance. Et à la tête de cette alliance se trouve un personnage qui est désigné sous le titre de maître de justice. Alors, qui est ce maître de justice? Il semblerait qu'il ait été un prêtre de Jérusalem qui a fait dissidence, parce qu'il considérait que le grand temple de Jérusalem était occupé par des prêtres jugés comme, disons, apostats, ou en tout cas, disons, traîtres à la nation juive, parce qu'ils se sont associés en fait à l'occupant grec d'abord, et puis romain ensuite. Voilà. Et ce maître de justice a été chassé par ses collègues, et donc, à la tête desquels se trouvait le prêtre impie. Il se réfugie dans il aurait pu se réfugier dans ces grottes. Et donc certains textes disent que le maître de justice est parti en exil dans le pays de Damas. Et le pays de Damas peut être considéré en fait comme étant le désert de Judée. Et à l'époque où le père de Vaux commence ses fouilles, on est dans les années 50, entre 52 et 58, eh bien très peu de sites ont été reconnus autour de la mer Morte. Et donc pour le père de Vaux, le site de Qumran est un site qui est effectivement isolé, en plein désert. Ce qui est intéressant, que je montre aussi dans le livre, c'est que depuis la mort du père de Vaux, depuis 1971, les recherches archéologiques ont montré qu'il existe plusieurs autres sites autour de la mer Morte, et que donc ce caractère d'isolation, ou d'isolement, pardon, de Qumran, est fortement remis en cause aujourd'hui. Alors, c'est un autre aspect très passionnant de votre livre, c'est que vous montrez et démontrez comment les hypothèses naissent et comment, au fur et à mesure des découvertes et de la réflexion, les premières hypothèses sont battues en brèche et qu'on en propose d'autres. Alors, expliquez-nous ce raisonnement qui consiste à dire on ne peut pas théoriser sur les manuscrits en fonction du matériel archéologique et vice-versa. Alors, le raisonnement du père de Vaux est fondé sur des observations archéologiques. C'est-à-dire qu'il a remarqué que dans les grottes, notamment la grotte 1 où l'on a retrouvé les premiers manuscrits, se trouvaient des jarres qui sont similaires à ce que le père de Vaux a trouvé à Qumran. Donc il y a un lien évident entre les grottes, en tout cas certaines d'entre elles, et le site de Qumran. Mais ce lien est essentiellement géographique. Sauf que ces amphores, elles étaient probablement très courantes. Ce sont des amphores qui sont particulières et qui semblent être propres au site de Qumran, ou en tout cas dans la région de Qumran. Donc si vous voulez, le lien archéologique qui est établi par le père de Vaux se tient, absolument. Le problème, c'est que le père de Vaux est parti de constatations qui ont été faites notamment par le professeur Éléazar Soukénik, qui était professeur d'archéologie à l'université hébraïque de Jérusalem, et par le grand savant Dupont-Sommer du Collège de France, qui avait établi le caractère sectaire des manuscrits qu'ils avaient eus sous les yeux. Le professeur Soukénik est mort en 1953, c'est-à-dire bien avant la découverte de toutes les autres grottes. Et parmi les manuscrits, les 7 premiers manuscrits que le professeur Soukénik avait vus, sur les 7, il y en avait au moins 3, sinon 4, qui présentaient un caractère sectaire. Donc l'erreur, entre guillemets, que l'on peut attribuer au père de Vaux, c'est ce qu'on appelle une synecdote généralisante, c'est-à-dire la partie pour le tout. C'est-à-dire qu'il a considéré que puisque la majorité des premiers manuscrits étaient sectaires, l'ensemble des 900 manuscrits mis au jour par la suite appartenaient à une secte. Et je pense que l'erreur, elle est là, au départ. Mais cela dit, il n'avait pas forcément
il n'a pas eu le temps ni les moyens d'approfondir et de traduire ces 900 manuscrits. Exactement. Donc, la traduction d'ailleurs complète des manuscrits s'est faite il y a à peine une dizaine d'années. Donc l'ensemble des manuscrits mis au jour est disponible aujourd'hui aux imprimeries d'Oxford, Oxford University Press. Mais effectivement, lorsque le père de Vaux est mort en 71, il était loin d'avoir vu la publication des manuscrits. Et en plus, le père de Vaux n'a pas eu le temps de publier le matériel archéologique. Ça, c'est très important. Le matériel archéologique de Qumran, aujourd'hui encore, n'est pas totalement et intégralement publié. Et on a l'impression que le travail archéologique, c'est un travail éternel. Vous commencez une fouille, mais vous n'en voyez pas forcément la fin. Tout dépend, évidemment, les circonstances font que... Quel a été votre grand bonheur en archéologie sur le terrain? Écoutez, sur le terrain, c'est découvrir un objet qui sort un peu de l'ordinaire. Oui, et qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai pas trouvé de choses transcendantes, mais je me souviens d'une de mes premières découverte, c'est d'avoir découvert un denier en argent de l'empereur Constantin. Ah oui. Oui. Voilà. Et petit archéologue, quand on trouve ça, ça nous relie directement à un passé encore très présent. C'est la grande émotion. Et voilà, c'est l'excitation même de la découverte. Alors moi, je vais vous dire, parce que dans une autre vie, je serai archéologue, c'est promis. J'ai 20 ans, je vais à Jérusalem et de loin, j'ai vu un champ de fouilles, puisqu'à Jérusalem, tout est champ de fouilles, et c'était un sol qui était quadrillé. Et j'ai vu des gens avec une toute petite brosse qui dégageaient des mosaïques. Et là, je me suis dit, mais ces gens ont une vie extraordinaire. Dégager une mosaïque, c'est... Il faut beaucoup de patience. Absolument fabuleux. Eh bien, Bruno Bioul, merci beaucoup. Vous nous montrez aussi que c'est pas toujours facile de s'occuper de faire connaître ces manuscrits. Monsieur Chapira en a eu... Il a eu une très mauvaise expérience, le pauvre. Il a voulu vendre des manuscrits, on lui a dit que c'était des faux, et ça s'est très mal terminé. Il s'est suicidé. Alors qu'en fait, vous lui rendez hommage, pas du tout. Parce qu'en fait, il semblerait que le manuscrit qu'il avait en sa possession était authentique. Alors c'est une affaire qui a lieu en 1885, donc près de 40 ans avant, même peut-être même davantage. C'était un Syrien d'ailleurs. Oui. Et oui, il a dû être peiné dans son sens de l'honneur. Oui, tout à fait. Oui. Bien, Bruno Bioul, merci beaucoup de nous avoir invités à découvrir toutes les hypothèses sur les manuscrits de la Mer Morte. Le débat chez François-Xavier de Guibert. Vous vous exprimez dans une langue très très claire et donc c'est propre à faire naître des vocations. Dernière question, que pensez-vous des nouvelles décisions gouvernementales et ministérielles? Nous ne devons plus dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais avant notre ère et après notre ère. C'est l'arbre qui cache la forêt, je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce que tout le monde sait déjà qu'avant notre ère et après notre ère, il s'agit de l'ère qui a été l'ère chrétienne, qui est marquée par la naissance de Jésus-Christ. Donc, se faire comment dirais-je, c'est de la fausse modestie, ou c'est-à-dire qu'on a peur de faire... J'ai peur que ce soit plus méchant que ça. Oui, je pense qu'on a peur de heurter d'autres sensibilités que celles de nos pays chrétiens. Je pense surtout qu'il faut dégager Jésus-Christ des musées. Mais évidemment... Et sans Jésus-Christ, il n'y a rien dans les musées, donc... Exactement. Oui. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faudra changer même le système calendaire, quoi. La chronologie, il faudra trouver avant le présent, comme on fait au carbone 14, pour c'est les ce qu'on datations appelle carbone 14, un système révolutionnaire. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais ça ne marchera pas de toute façon. Merci beaucoup Bruno Bioul. Vous pouvez retrouver ce livre donc chez François-Xavier de Guibert et vous pouvez aussi lire cette belle revue Archéothéma qui est un bimestriel qu'on trouve en kiosque ou On trouve en kiosque et puis il y a un site internet, www.archéothéma.fr. Voilà, Archéothéma, tout attaché. Tout attaché, oui. Et les sujets, les derniers sujets, c'est... Très variés. Le dernier sujet porte sur les cartes, la cartographie médiévale. Donc le dessin des cartes et la perception de l'espace au Moyen-Âge. Qui est en fait un numéro qui fait suite à un premier numéro qui est paru il y a quelques années et qui portait, lui, sur la cartographie antique.
Oui. Vous évoquez la découverte des manuscrits coptes en 1945 de l'évangile apocryphe de Thomas. Oui, notamment à Nag Hammadi en 1945. Ce qui est énorme, puisqu'on suit les voyages de Thomas. Oui. Ce qui donne Alors c'est un évangile qui regroupe en fait les logia, c'est-à-dire les paroles de Jésus de Nazareth. Oui. C'est pas un évangile comme on a, comme on connaît, comme on connaît les nôtres. Oui, en fait, c'est une sorte de liste de paroles de Jésus de Nazareth. Oui. Eh bien, merci beaucoup Bruno Bioul pour ce beau voyage dans le temps et au milieu du désert pour comprendre notre temps. Merci beaucoup Bruno Bioul, et dès que vous avez une découverte archéologique à évoquer, vous êtes invité permanent. Je vous remercie. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite.